Cet homme a peur de moi, c'est qu'on va son truquer. Quoi? Oh, c'est toi, tu es la honte de ce sport. La ferme, vieux con, toi et ton pote, vous savez pas d'où je viens. Ta famille et toi, vous pétez dans la soie. Tu crois que t'es un boxeur? Prouve-le! Donne-moi ma chance! Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui parlons du dernier film événement de l'année. Voilà, histoire de contrebalancer un petit peu avec cet amas de films de Noël familiaux, hein. D'autant qu'en plus ce fameux film on te le sort le 25 décembre, tu sais, hein. Et donc probablement un de ceux que j'attendais le plus de 2024, à savoir Nosferatu. Enfin voilà, de toute façon, bon, dès lors que Robert Eggers avait annoncé vouloir remaker ce chef-d'œuvre, j'étais hypé. Enfin voilà, de toute façon, Robert Eggers, il dirait qu'il remake Fast and Furious, je saute à pieds joints dedans, quoi. Donc, Nosferatu, j'aime autant dire que j'étais comme un dingue. Même si, évidemment, il y a toujours cette petite part de crainte de devoir s'attaquer au remake d'un tel morceau, hein. Mais bon, connaissant le réal, je savais qu'il n'y avait pas non plus trop à s'inquiéter. Déjà parce que si lui le fait, tu te rassures tout de suite en te disant que, voilà, ce sera fait, et au moins, on n'aura pas proposé la chose à un yes man qui fera un boulot de tâcheron dessus, quoi. Et puis d'autant plus rassurant que, bon, Robert Eggers, il est mais vraiment aux antipodes des standards hollywoodiens, quoi. Et que, bon, ici, on est quand même face à un film qui est produit par un studio de petit calibre, hein. Donc loin du potentiel des grosses majors qui t'imposeraient forcément de tourner ça un petit peu dans une tonalité de blockbuster très édulcoré, comme l'avait notamment déjà expérimenté Robert Eggers, justement avec The Northman, dont le film définitif avait, alors, selon les rumeurs, énormément été allégé par Universal par rapport à ce que Eggers avait initialement shooté. Là, ça lui a pas été une épine dans le pied, visiblement, parce que on est face à un film franc du collier au possible, hein, avec une vision autoriste qui tient, mais vraiment à cœur à Eggers. Et sincèrement, ça fait du bien, parce que au-delà du risque de s'atteler à un tel titre, c'est surtout un film qui ne ressemble à aucun autre dans le paysage cinématographique actuel. Surtout que, bon, voilà, on va pas se mentir, le thème des vampires, on l'a un peu usé jusqu'à plus soif de la moindre goutte de sang, hein. Idem d'ailleurs pour le thème propre de Dracula. Et là, je le dis haut et fort, on est face à une véritable claque qui ne nous avait pas été infligée de la sorte depuis le Dracula de Coppola. Donc, oui, ça remonte quand même à loin. Mais parce que Robert Eggers, en fait, c'est un peu un horloger, mais d'une minutie millimétrique dans tout ce qu'il fait pour donner le ton. Mais sauf que lui, en fait, il va user de rouages de 1 cm de diamètre, mais pour te pondre une pendule de 5 mètres de large. Donc, pour un résultat qui, voilà, te rentre dedans à la manière d'un taureau qui t'a repéré 20 mètres plus loin alors que t'as un pull rouge pétant, quoi. Donc ici, c'est d'une richesse visuelle juste folle, mais voilà, sans prendre de gants, hein. Et donc, il va évidemment s'inspirer de ses précurseurs. Donc, je parle autant de la version de 1922 de Murnau que de celle de 79 de Werner Herzog, mais aussi de Coppola ou encore de Friedkin avec L'Exorciste. Mais bon, ça, on va y revenir. Donc, l'atmosphère se veut radicalement pesante, lourde même, hein, entre ce climat sombre et cette esthétique globale qui va énormément jouer sur les effets de lumière et de colorimétrie pour vraiment faire ressortir les inspirations dont l'esprit noir et blanc du premier film de 1922, hein, qui est effectivement un véritable classique du muet et donc une référence, hein. Voilà, d'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, je vous encourage à le regarder. En plus, le gros avantage, c'est que même, étant donné qu'il n'est plus soumis à des droits d'auteur, il est même carrément dispo sur YouTube, hein. Mais franchement, voilà, de se plonger dans une atmosphère pareille pour l'époque, c'est juste incroyable. Et Robert Eggers, en fait, il s'amuse à chaque instant dans sa mise en scène. Voilà, que ce soit via des plans séquences, mais qui sont pas là pour faire juste style « vous avez vu, hein, je suis un bon réalisateur parce que j'en ai collé un, hein ». Non, non, lui, en fait, ça sert une narration visuelle perpétuelle. Limite picturale, hein. Pareil, bon, on a des plans de plongée, des plans de caméra à même le sol pour mieux dépeindre les décors.
Et c'est sans parler que Robert Eggers, tout ce qu'il voulait pour magnifier son film, eh ben, il l'a eu concrètement. Hein. Alors, oui, évidemment, dans certains décors, il a dû user d'artifices numériques. Oh là là, mon Dieu. Mais bon, chaque fois qu'il pouvait l'éviter, il l'a fait, quoi. Enfin, je veux dire, rien que le retour au sujet des rats. Puisque bon, les rats, ils sont d'une importance capitale dans l'histoire. T'en as partout. Et plutôt que d'opter pour la facilité numérique, alors que même Werner Herzog avait quand même sacrément mis le paquet en matière de rats réels pour la version de 1979, bah Eggers, forcément, il préfère suivre ce mode opératoire du réel plutôt que du numérique. Et d'ailleurs, ils ont rapporté qu'ils ont utilisé plus de 5000 rats dans le film. Je ne sais pas si vous imaginez, quand en plus on connaît le potentiel de dégâts de ces bestioles, et dans un délai relativement rapide, hein, le mec, en fait, jamais il s'est facilité la tâche pour arriver à ses fins. Et vraiment, ça se voit parce que c'est palpable en permanence. Et il te ménage jamais dans sa proposition, quoi. C'est du 100% sans filet, jusque dans l'aspect charnel, voire même carrément sexuel, hein, qui est proposé, justement, et qui va, bon, totalement transgresser avec les standards actuels. Donc, bah, vous savez, hein, en plus de nos jours, avec toutes les idéologies dont on parle quand même assez régulièrement, notamment sur la chaîne, voilà, faut faire quand même très attention à ce qu'on doit dire ou montrer, ou pas. Bah Robert Eggers, lui, en fait, il en a strictement rien à foutre. Et j'aime autant vous dire que ça fait pas semblant pour un putain de sou, quoi. Puisque, oui, la sexualisation rentre évidemment fortement en ligne de compte dans ce récit. N'oublions pas de quoi il s'inspire, ce film. Après, on va pas se mentir, le film a beau aborder les thématiques des précédentes itérations, il ne se focalise pas tant sur la complexité de l'histoire, à mon sens. Bon, ceci étant, on la connaît par cœur, on l'a déjà vu plein de fois, donc c'est pas sur ça que Eggers va jouer, quoi. Mais vraiment plus dans la forme et dans, je dirais, l'intensification du propos par l'atmosphère qu'il va livrer. D'où notamment le fait que j'évoque l'exorciste, en l'occurrence, et notamment autour de cette thématique de tentation et de pulsion sexuelle, mais limite perverse, quoi. Donc on est clairement dans la forme au profit du fond. Voilà, et ça c'est important. Mais je trouve que là, où le film est interdit aux moins de 12 ans chez nous, par exemple, il peut être bien plus traumatisant encore, tant dans le visuel que carrément dans l'attache psychologique. Parce que parfois, en fait, on n'est pas obligé de rentrer dans les clichés de l'horreur pour que ça fonctionne. Voilà, comme par exemple l'avait fait Le Dernier Voyage du Déméter. Donc, pour un résultat qu'on connaît, hein, qui était franchement pas terrible, même si je suis peut-être celui qui le défendra peut-être le plus. Mais comme on avait vendu le truc comme ça, et bon, on en connaît toutes les ficelles de ce genre de film horrifique, qui joue sur la peur, ça en réduit forcément la portée parce qu'on l'attend. Et oui, on en attend forcément tous les effets de style, on anticipe la chose, donc ça en réduit la portée. Et ben là, en fait, c'est pas l'objectif. Et pourtant, ça n'empêche pas le film d'en user, mais avec un effet de surprise qui fonctionne. Parce que, justement, c'est pas la tonalité première d'être dans les standards de l'horreur. Voilà, qu'on connaît par cœur, comme je le disais. Donc, chaque fois que ça tombe, forcément, chaque fois que Robert Eggers va en user, ce sera rare, mais à bon escient, parce qu'on s'y attendait pas. Et puis le tout boosté par un putain de sound design de malade, et une musique absolument folle, hein, parfois limite anxiogène, qui s'écarte un petit peu du style, notamment du film de 79. C'est vrai que celui de 79... avait une musicalité qui était presque un peu christique, hein, des sonorités un petit peu d'église. Donc bon, là, on est moins dans ce style-là, même si ça va peut-être aussi un petit peu en utiliser, mais c'est d'une efficacité redoutable. Mais la très grande surprise du film, c'est évidemment le casting. Là où justement, beaucoup avaient commencé à prendre peur à l'annonce du changement d'acteur, notamment, puisque
Initialement, rappelons que Robert Eggers avait jeté son dévolu sur Anya Taylor-Joy, qu'il connaît déjà bien puisque elle avait déjà bossé avec lui sur The Witch et The Northman, mais que malheureusement elle a dû décommander en raison notamment, je crois que c'était d'un problème d'agenda. Et l'autre acteur initialement désigné, c'était Harry Styles, ou Styles, enfin je sais pas comment on dit, mais enfin bref, on va dire Harry Styles, donc dans le rôle du vampire. Et donc on a finalement vu ces noms s'effacer au profit de qui? Eh bien de Lily Rose Depp et Bill Skarsgård. Eh oui, deux acteurs sur lesquels il est tellement facile de taper, parce que tu comprends, hein, la première c'est une fille d'eux, qu'on a propulsée dans l'univers hollywoodien sans apparemment réfléchir au fait qu'elle ait du talent ou non, hein, alors que visiblement ça posait pas de problème à l'époque que Harry Styles soit au casting, alors qu'en termes d'acteur c'est pas non plus une dinguerie, hein. Mais bon, taper sur Lily Rose Depp c'est un peu devenu une sorte de sport pour certains, hein. Alors pourquoi, on sait pas, hein, même ces gens sauront pas te l'expliquer spécialement, hein, mais c'est pas grave, hein. D'ailleurs beaucoup la jugent, notamment même sans avoir vu la moindre chose sur elle, hein, le moindre rôle. Et puis bah oui, de l'autre côté, Bill Skarsgård pour remplacer Harry Styles. Donc Bill Skarsgård, alors du temps de ça, tout le monde le trouvait incroyable, et aujourd'hui les pseudo-cinéphiles qui veulent se la jouer, oui, moi je suis transgressif, en gros ils estiment désormais que le mec c'est un mauvais acteur, même quand il a interprété le clown, donc retournement de veste quand tu nous tiens, hein, la mauvaise foi à l'état pur, sauf que oui, ce sont des acteurs qui sont souvent, depuis quelque temps, associés à de mauvais films ou de mauvais rôles, notamment pour Skarsgård, mais parce que ils sont mal dirigés. Là, on parle de Robert Eggers, et le mec, du haut de son petit CV, mais de cinéaste avec une cohérence de vision cinématographique, il ne laisse pas l'interprétation des personnages en faveur du hasard. Et ça se ressent, notamment avec Lily Rose Depp, qui livre la prestation ultime de son début de carrière. Donc dans le rôle de Helen Hutter, qui rappelle évidemment celui de Mina Murray Harker, joué par Winona Ryder dans le film de Coppola. Mais en fait, ce sont peu ou prou les mêmes personnages, à la seule différence que Nosferatu a toujours dû se plier un petit peu au problème de droit d'auteur à l'œuvre de Bram Stoker. Donc il en découle effectivement que les noms et quelques contextes ont dû changer en conséquence, et ça s'applique également ici. Mais, et c'est là que je voulais en venir quand j'évoquais l'inspiration à l'exorciste, c'est que Lily Rose Depp joue le truc à fond les ballons. Alors ce qui risquera peut-être d'en dérouter certains, mais là où par exemple la caractérisation outrancière la rendait rapidement imbuvable dans la série The Idol, mais d'un côté volontairement, j'ai envie de dire. Et bien ici c'est totalement justifié, et on y retrouve effectivement l'inspiration à l'exorciste de William Friedkin, avec cette caractérisation beaucoup plus forte de tiraillement, à mon sens, que ne l'avait proposé Coppola dans Dracula, ou même Murnau et Herzog, mais tout en conservant ce côté très théâtral dans le jeu, et qui concorde avec celui effectivement des œuvres originales, qui elles-mêmes s'inspiraient beaucoup du théâtre dans leur approche dramatique, voire carrément mélancolique. Mais cette conformité s'applique autant à Lily Rose Depp qu'aux autres acteurs d'ailleurs, hein. Mais là, avec elle, tu sens vraiment ce tiraillement perpétuel de cette femme entre sa vie avec son mari, hein, et cette obsession envoûtante qu'elle ne contrôle pas pour le mythe de Nosferatu, qui implique de jongler avec les émotions de manière assez expéditive, et qui prouve qu'en termes d'acting, là où pourtant on passe notre temps à la pointer du doigt, cette pauvre fille, elle révèle son aptitude à pouvoir encaisser de tels rôles et les sublimer quand il y a matière, et aussi que la direction d'acteur va bien derrière, quoi. Enfin voilà, elle est juste incroyable. Mais d'un autre côté, tous les autres acteurs, hein, le casting au complet est évidemment fou. Et Eggers, il te gère effectivement tout ce petit monde comme un chef d'orchestre, quoi. Que ce soit Nicholas Hoult, pareil pour Aaron Taylor-Johnson, qui à mon sens a bien cette chance que ce film sorte peu de temps après son ignoble Kraven le chasseur, hein, histoire d'effacer de nos mémoires cet écart de conduite dans sa filmo, hein. Bon, évidemment, toujours Willem Dafoe, hein, qui est un petit peu devenu un des habitués d'Eggers, hein. Et puis Bill Skarsgård, qui est juste
incroyable. Pourtant, faut pouvoir succéder à tous ceux qui ont interprété le célèbre vampire. Hein. Et je parle de autant Dracula que Nosferatu. Et beaucoup, justement, s'y sont, mais littéralement, cassés les dents. Alors, bon, alors effectivement, on va dire plutôt les crocs de vampires, hein, histoire de rester dans le thème. Mais là, il est d'une telle prestance, d'un tel charisme, et Eggers, qui a beau y aller à fond les ballons pour nous plonger effectivement dans son univers, fait au contraire ici l'inverse, pour nous amener à la découverte de son vampire. D'ailleurs, on était, je me rappelle, on était en permanence durant la promo en quête de la moindre image de son design, mais on n'a jamais vraiment pu mettre la main sur le moindre truc tangible, hein. C'était que des fan art, des machins, des concept art et j'en passe, mais on n'en a jamais eu la confirmation parce que tout ce qu'on avait pu voir sur le net, ce n'était que du fake. Et là, avec cette caractérisation, on est dans un délire visuel complètement à part et assez surprenant, qui ne va pas forcément suivre l'esthétique de Max Schreck ou Klaus Kinski dans les itérations de 1922 et 79, mais une esthétique que Eggers se refuse de révéler trop rapidement quand même, tout comme la personnalité du personnage, ça va de pair. Donc il y va vraiment au compte-gouttes, un petit peu comme une pièce de puzzle révélée à chaque fois pour ensuite te dépeindre vraiment le décor dans son intégralité. Et pareil pour son portrait. Et ça crée un véritable suspense autour de son identité. Donc, enfin voilà, il y a un build-up qui te tient en haleine. Et Bill Skarsgård, de par son aptitude d'acteur, parce que, faut pas croire, hein, le mec, s'il est bien dirigé, c'est un excellent acteur. Et ici, il en fait une fois de plus la démonstration. Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire, au même titre que son frangin dans The Northman. Eh bien, Bill Skarsgård y est mais totalement poignant. Et donc, Nosferatu, et qui est Dracula, n'a jamais été aussi incroyable, comme je le disais, depuis le Dracula de Coppola. Et jusque dans ce final qui te met KO de par son fond, mais aussi son esthétique, et qui vraiment t'imprègne la mémoire. Hein. Donc voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour finir l'année en beauté, hein. Alors évidemment, beauté limite macabre, hein, mais voilà, quand t'as un mec comme Eggers aux commandes, tu veux dire quoi? Voilà. Moi, il peut me jeter n'importe quelle miette, je me jette dessus littéralement, vu ce qu'il est capable de proposer depuis le début. Alors après, j'en conviens, ce ne sera pas du goût de tout le monde, au même titre que par exemple The Witch ou encore même The Lighthouse. Mais chez moi, ça fonctionne. Toujours parce que ces convictions d'esthète, quand elles ne sont pas bridées, donnent ce que le cinéma perd de plus en plus. De l'identité à travers une vision auteuriste. Et ce, même si on est face à un remake. Eh oui, il faut quand même pas l'oublier ça. Là où pourtant on se plaint tout le temps de ça. Ouais, des remakes, il y en a trop, machin, tout ça. Le mec est en mesure de te faire ravaler cette idée en proposant une énième vision, mais qui apporte malgré tout quelque chose de plus que les précédentes, mais sans les éclipser. Et ça, c'est admirable. Donc, longue vie à Robert Eggers. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire au sujet de Nosferatu. Voilà, film extrêmement attendu. Je pense qu'il finira dans mon top 10 assez facilement. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez pas vu? Dites-moi tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez de ce film dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et d'ailleurs, je vous remercie pour l'atteinte des 13 000 abonnés. Ça fait énormément plaisir, un cap de passé, voilà, pour une, voilà, on se dirige vers la fin de cette 3e année de YouTube, donc vraiment merci à vous tous, je tenais encore à vous remercier, et je le ferai d'ailleurs encore, je pense, dans une vidéo de fin, pour vous faire mes vœux, et tout ce que j'ai à vous dire, c'est à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.